Écoutez, ça en effet été publié par le Canard enchaîné, mais c'est pendant l'entre-deux tours des présidentielles. Alors on m'interroge, je ne sais pas si on se rend compte de ce que pouvait être la tension dans le cercle très étroit des proches de Mitterrand à ce moment-là, entre les deux tours de la présidentielle. C'était le dernier instant et on avait toute notre attention, mais absolument toute, y compris la mienne, mobilisée sur tous les incidents, les péripéties, les difficultés d'une campagne électorale qui s'achève dans la passion et dans la tension. Et en ce qui me concerne, sans insister, j'étais le représentant de Mitterrand auprès de la commission qui s'occupait de l'audiovisuel sur les temps de parole. J'avais autre chose en tête que l'affaire qui émergeait de Papon. On verrait plus tard. Probablement dû jeter un œil, tiens. Mais ce n'était pas la première préoccupation, je peux vous l'assurer, de quiconque à cette époque-là, sauf ce qui est légitime du côté des avocats de la partie civile. Mais pour les autres, c'était une affaire qui serait examinée plus tard. À ce moment-là, je n'exerçais aucune fonction officielle. Les plaintes ont été déposées et les choses se sont déroulées à mon sens, tout à fait conformément au principe. Vous savez, je tiens à le dire, j'avais à l'égard du déroulement des affaires judiciaires, de ce qu'on appelle, entre guillemets, les grandes affaires. Voilà, toutes les affaires judiciaires sont importantes et surtout selon leur qualification juridique. L'affaire Papon était assurément une grande affaire, mais j'avais pris soin de préciser à la première réunion de tous les procureurs généraux à la chancellerie, après avoir été nommé ministre, il y avait déjà eu, je le rappelle, Maurice Faure avant moi, dans le premier gouvernement Mauroy, je suis dans le second, et je leur ai dit ceci, j'ai dit écoutez, que les choses soient simples et qu'elles soient claires. Il n'y a pas d'affaire, une grande affaire, une petite affaire. Il n'y a pas d'affaire exceptionnelle. Toutes les affaires méritent la même attention. Et si vous souhaitez, comme moi, que la justice soit insoupçonnable, alors il faut que les affaires dites extraordinaires soient traitées à l'ordinaire, quelle que soit l'importance sociale de telle ou telle personne impliquée, quelles que soient les passions politiques qui s'attachent à une affaire, vous devez, vous, magistrats, à cet égard, avoir une règle simple. Toutes les affaires doivent être conduites de la même façon, avec le même respect des mêmes principes, toutes. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez certainement l'objet de critique. La justice l'est toujours, mais vous serez irréprochable au fond. Et dans ces affaires-là, c'est l'attitude qui a été adoptée, constamment suivie à la chancellerie, et je dois le dire, je pense par le parquet sur place. Mais pour nous, à la chancellerie, c'était ça. Alors, l'affaire présentait, Papon, des difficultés, mais les grandes affaires criminelles présentent toujours des difficultés. On commence par quoi? Il s'agissait d'une affaire dont les faits se situaient loin dans le temps. On commence par une enquête préliminaire confiée à la police judiciaire. C'est ainsi que les choses se faisaient. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Après réception des plaintes, quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne sais plus, je crois quelques mois plus tard, immédiatement a été par le parquet désigné le service compétent de la police judiciaire pour une enquête préliminaire, s'assurer que, voir les documents, bref, recueillir les premiers fondements qui permettent à l'action publique de s'exercer dans des conditions ordinaires, normales si vous préférez. Et c'est ainsi qu'il y a eu pendant 1 an, je crois, une enquête préliminaire sérieuse, bien conduite. J'ai entendu les parties civiles, oui, je crois. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que lorsque les résultats de l'enquête sont revenus au parquet, à ce moment-là, le ministère public a requis l'ouverture d'une instruction.
Et pour qu'il n'y ait aucun doute sur la qualité professionnelle à cet égard du magistrat instructeur, je crois me souvenir que c'est le doyen du collège des juges d'instruction à Bordeaux, le doyen qui lui-même s'en est chargé. L'instruction s'est déroulée normalement et je ne me souviens pas qu'il y ait eu des péripéties particulières à ce sujet, sauf les difficultés évidemment de collecte des documents, d'audition des témoins. Le temps passé ne rend pas la justice plus facile et je dirais même plus difficile. Mais vu à distance, ça n'est pas une affaire qui paraissait poser des problèmes. Et quand j'ai quitté la chancellerie pour le Conseil constitutionnel, je pensais que Papon, après l'annulation de l'affaire in extremis d'une partie de la procédure de Barbie, je pensais que Papon serait jugé avant Barbie et qu'il allait l'être. Et puis, bien entendu, il y avait l'exercice des voies de recours, règle du jeu. Mais là, j'ai vu ça du dehors, je l'ai lu, la Cour de cassation a annulé tout. Il a fallu recommencer, évidemment, ça a duré zéro. Ce qui comptait, c'était que la justice suive son cours, elle l'a suivi. Bon, le reste appartient à la justice et c'est pas à moi de le commenter. Dans mon cas, je le reconnais, une préoccupation constante et, je dirais, antérieure pour moi à ma prise de fonction à la chancellerie. Antérieure. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de mes amis, beaucoup de collègues aussi, j'ai la passion de l'histoire judiciaire. Et pour quiconque a vu les quelques fragments d'actualité, ça m'a tellement frappé, par exemple du procès Pétain, où arrive Laval, Pierre Laval, débouche, jeté, on a l'impression, dans l'arène judiciaire, tout débraillé, etc., et que Pétain le voit arriver, saisir le regard de Pétain à ce moment-là, le visage de Laval, et puis il se ressaisit tout de suite, parce qu'on voit que c'est un homme habitué au débat. Ce témoignage-là, par l'image, c'est sans prix. La vérité, elle est à brut. Donc je me suis toujours dit, ah quel regret que de ne pas avoir filmé, et pas seulement les procès extraordinaires, pas seulement les procès de la guerre d'Algérie, d'après, de l'OS, que j'ai vu se dérouler, pas seulement les grands procès s'agissant de la peine de mort, pour qu'on se rende compte de ce qu'était l'atmosphère, les visages, le climat, les cris de haine qui montaient. Tout cela peut être raconté, ça n'a pas la force de l'image tournée en direct. Alors, depuis longtemps, je disais, il faudrait permettre, pas seulement les photos avant l'audience, mais pas pendant l'audience, parce que les photographes sont gênants, mais tourner avec évidemment éviter toute la mise en scène qui peut résulter du travail d'un très bon réalisateur. Non, il ne s'agit pas de faire une œuvre artistique, il s'agit de restituer une vérité historique et rien ne vaut à cet égard la caméra. Alors, l'affaire Barbie nous donnait l'occasion, à cause de l'importance de l'affaire, l'assassin de Moulin, c'est aussi, peut-être pour les associations de résistants, très important d'avoir à cet égard accès au procès, mais aussi d'en conserver les traces. Je sentis que le moment était bon pour réaliser ce projet que je portais depuis longtemps, mais il y avait d'autres choses, il y a toujours des priorités législatives. L'histoire judiciaire, ça attend. Donc là, ah ben oui, il le faut pour le procès Barbie, très bien. Le ministre m'a dit, oh, ben, tout à fait d'accord. Donc on a pris très vite le chemin du Parlement pour pouvoir le réaliser à l'occasion de l'affaire Barbie. On ne savait pas à ce moment-là ce qu'allait advenir, le fait que ça se passerait plus tard. Il était en effet à minima, mais comme toute chose en matière judiciaire, il faut
être d'une extrême prudence et vigilance. J'avais vu en Amérique ainsi des films pris à l'occasion de procès, et ça m'avait alerté. Il y avait des périls, parce que si vous laissez les réalisateurs choisir eux-mêmes les plans, les mouvements qu'ils désirent capter, ça se conçoit, sont des artistes. Les réalisateurs réalisent une œuvre d'art, même l'œuvre de l'esprit qui est aussi une œuvre d'art. Le risque est très très grand. Il fallait jouer avec clarté la règle de l'objectivité, et pas dire c'est un document d'histoire, c'est un document judiciaire, ça n'est pas un film sur un crime. C'est le jugement d'un crime par une cour d'assises, et c'est tout, mais c'est beaucoup. Alors ma déception est considérable. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas seulement les grands procès, ce n'était pas, comme on l'a pensé, seulement pour les grands criminels contre l'humanité, c'était pour les magistrats de l'avenir, pour les jeunes avocats, ils voient comment se déroulaient ces procès du temps de leurs aînés. Et ça, c'est sans prix. La justice au quotidien, toujours, je me suis dit, c'est un témoignage sur une société d'une intensité extrême, même si l'affaire est très banale. Chacun de nous rêve de voir juger Dreyfus, tel que ça s'est passé, effectivement, au tribunal, au Conseil de guerre, au Cherche-Midi. Tout le monde rêverait de ça. Maintenant, je souhaite qu'on utilise plus les dispositions de la loi, une espèce de réticence du corps judiciaire, personne n'y pense, l'avocat pas plus que les magistrats. Il faut vraiment une affaire, en effet, très historique, d'un crime. Non, c'est le quotidien qu'il faudrait filmer. Alors, moi, je n'ai pas d'observation particulière à faire. J'ai vu, comme chacun, certains extraits aux actualités. Je n'ai rien vu dans le procès Papon qui soit de nature à choquer quiconque au regard de la justice. D'ailleurs, non, les choses se sont déroulées comme elles devaient se dérouler, c'est-à-dire conformément aux règles de droit. Bon, la décision a été rendue. Moi, j'ai pour règle de ne jamais commenter les décisions de justice. Je sais à quel point c'est difficile de juger. Donc, ce que j'observe toujours avec attention, c'est est-ce qu'on a suivi les règles de droit? Est-ce que l'état de droit en est sorti indemne ou au contraire fortifié, ou bien est-ce qu'il y a eu des accrocs? Bon, mais c'est ça. Le reste, ça relève de la conscience de ceux qui jugent, et évidemment des participants. Ça a l'air si d'énoncer des évidences, mais il faut, dans un cas comme le mien, être très attentif à ce respect. Les choses, moi je mesure la difficulté de juger des affaires comme celle-là simplement par la distance intervenue. C'est le délai, la longueur des délais. Certains même considéraient parmi mes amis que c'était impossible, qu'on ne peut pas rendre la justice avec des jurés ou des juges qui sont d'une génération postérieure aux faits, parce qu'ils les voient, je n'ose dire en reconstitution, mais ils n'en perçoivent pas le contexte, ils ne l'ont pas vécu. Ça n'est pas à mes yeux un objectif, mais c'est une difficulté. Moi, je n'interviendrai pas pour dire ce que je pense de M. Papon. Objectivement, c'est un homme qui a exercé des fonctions considérables, préfectorales, très difficiles. Pas seulement pendant cette période si douloureuse de l'occupation, et évidemment dans la fonction qui était la sienne si difficile, mais bien après, il a exercé de grandes responsabilités, notamment pendant la guerre d'Algérie, quand il était super-préfet de la région de Constantine pendant la guerre d'Algérie. Chacun mesure ce que ça représente. Il avait toute la confiance du général de Gaulle, puisqu'il a été appelé à la préfecture de police de Paris à une époque
particulièrement difficile qui se situe là, à la fin de la guerre d'Algérie, enfin, tout à fait après. Et il reste ce qui a beaucoup marqué ma génération, c'est-à-dire Charonne. Le cas de M. Papon, secrétaire général de la préfecture à Bordeaux, 1942, n'est pas en soi, je pense, original. Les instructions qu'elle a reçues de Vichy, du gouvernement de Vichy, elles ont été reçues par tous les secrétaires généraux et les préfets. Est-ce qu'il y a eu des poursuites après la guerre? Je ne le crois pas. Peut-être disciplinaires, mais moi je n'ai pas entendu parler, après la guerre, immédiatement après la guerre, de poursuites pour ces faits-là à l'encontre de membres du corps préfectoral qui avaient reçu leurs instructions de Vichy. C'est un point qui est resté, j'aurais certainement soulevé si j'avais participé à l'affaire Papon, mais qui ne semble pas être résolu. Mais que ce fut un notable considérable, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'il avait été, après avoir fait cette grande carrière préfectorale, notamment à Paris, une période très difficile, il a été ensuite député, président du groupe parlementaire, majoritaire, président du groupe parlementaire, et il a été ministre. C'est une grande carrière. Et par conséquent, c'est un grand notable que je dis ça non pas parce que je pense que jouer quelque influence que ce soit, mais parce que je pense que dans ce cas-là, il y a des jeux subtils de sympathie et donc d'influence des corps eux-mêmes tout entiers. Toujours se rappeler que la justice française a beaucoup souffert d'une histoire particulièrement dramatique, et en particulier pendant l'occupation. Toujours. Et qu'elle n'en est pas sortie indemne. Et que ça se sait à l'étranger. Il ne faut pas croire qu'on ignore ce qu'ont été les sections spéciales. Donc l'idée pour moi qu'il fallait à tout prix que la justice française soit irréprochable quand, des décennies après, elle était appelée à connaître de ces faits-là, ça m'a toujours été une préoccupation dominante. Et elle en est sortie, je trouve, de ces épreuves, car c'était des épreuves qu'il fallait absolument assumer, mais réussir honorablement. Voilà, je tiens à le dire pour les magistrats qui l'ont fait, honorablement. Ici, la spécificité du crime contre l'humanité, c'est que, au-delà des victimes et au-delà de l'accusé lui-même, c'est l'humanité qui est en cause à travers le crime. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que précisément, c'est une atteinte à l'humanité. L'humanité perçue en tant que la communauté des êtres humains, et à travers eux, c'est ces droits fondamentaux qui s'attachent à tout être humain. Et j'ai toujours, je l'avoue maintenant, mais c'est toujours été chez moi une inspiration et une préoccupation majeure. L'humanisme judiciaire, j'y crois. Alors, pour les belles armes, etc., j'y crois. Je crois que ceux que nous jugeons sont des êtres humains jusqu'au bout. Et je crois que ceux qui jugent sont des êtres humains avec leurs limites. Et c'est le fondement, en tout cas un des fondements essentiels de la cause de l'abolition de la peine de mort. L'être humain conserve cette dignité, cette qualité, expression de l'humanité qui interdit qu'on lui prenne la vie. Et de la même façon, je pense que de l'autre côté, toute sanction
toute sanction doit toujours prendre en considération cette part d'humanité qui fait que on doit respecter chez celui qui est accusé et condamné la dignité humaine. Il y a une part d'humanité qui doit s'exercer au profit du condamné. Et c'est important de le conserver pour une justice qui précisément lutte contre l'inhumanité du crime. Et dans cette double souci gît évidemment la difficulté de rendre la justice. Ce qui n'est pas exactement perçu absolument par tous nos contemporains, comme j'ai pu le constater souvent.